J'ai toujours été convaincu que je pouvais faire des phénomènes paranormaux. Comment expliquer ça? J'avais une certitude intérieure et je les faisais seul. C'est-à-dire que seul, je déplaçais des objets, je courbais des choses. Alors je les réalisais, je pouvais le faire bien sûr, mais je ne pouvais pas les faire devant quelqu'un d'autre. Quand je disais à quelqu'un, mes camarades, ah ben oui, mais écoute, c'est formidable, je peux courber, voilà, une règle, j'avais fait des essais sur une règle. Donc quand je disais à mes camarades, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben montre-nous. Et là, j'étais complètement, oui, tu nous racontes des histoires, etc. Mais il faut savoir qu'en 1974, passe une émission, ça s'appelait, je crois, Droit de réponse. Et à cette émission passe quelqu'un, Uri Geller, qui manifestait des capacités tout à fait paranormales qu'il a montrées donc à la télévision. Je rends hommage à Uri Geller, qui m'a un peu libéré. Je voyais qu'il le faisait devant des caméras, tout ça, etc. Ça m'a libéré. Donc j'ai commencé à faire ces phénomènes devant des amis. Et ensuite, j'habitais Paris à l'époque, ça a été une traînée de poudre, et c'est le monde de lire. Et très rapidement, j'ai été invité dans les milieux du showbiz parisien, les milieux politiques, etc. Jean-Pierre Girard réalise sous contrôle rigoureux et en marge de toute exploitation commerciale au music hall des expériences sur la torsion des barres métalliques qui ont suscité le plus grand intérêt chez les chercheurs métallurgistes de la société Péchinet. Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, en 2008, les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes. Évidemment, ça dérange beaucoup, parce que comment intégrer le fait qu'un esprit puisse agir à distance sur un objet en le transformant, en le déplaçant, en le déformant, etc. Donc ces expériences sont intéressantes. Ça a été les premières expériences que Volkovsky a proposées dans des tubes scellés, des tubes de verre scellés au chalumeau. Même pas un bouchon de cire, scellé au chalumeau, où il avait introduit à l'intérieur donc des objets métalliques. J'ai fait des déformations absolument étonnantes, comme si le verre avait limité ma déformation. Dans ce parcours, donc, il a estimé, lui, William, qu'il était bon d'inviter d'autres de ses confrères à venir assister à des expériences et faire le compte-rendu de ses travaux. Nous avons eu des gens comme John Taylor, mathématicien au King's College de Londres, qui est un monsieur de référence. Nous avons eu Charles Crussard, directeur de la recherche de chez Péchinet Kuhlmann. On lui faisait mettre une blouse de notre laboratoire dont nous savions qu'il n'y avait rien dans les poches. On lui faisait retrousser ses manches, etc. Enfin, toutes les précautions élémentaires pour éviter les trucs. Et plusieurs expériences ont été reprises également par le laboratoire de Grenoble. Alors, c'est ça. Les expériences ont été reprises avec une autre méthodologie à Grenoble. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque que prenaient ces expériences m'indisposait beaucoup et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs, une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des haltérophiles. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça? J'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur
du centre de recherche. Et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être, mais jugé de M. Crussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Oui. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. Ce qui se passe souvent dans la communauté scientifique, c'est qu'on ne veut même pas entendre parler du phénomène, on ne veut même pas se faire ouvrir les dossiers. Ça, j'en ai conscience. Il n'y a qu'une petite partie de la communauté scientifique qui accepte, mais où je suis quand même très optimiste, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes physiciens, même qui viennent des faux stages. Alors on dit il manque des modèles théoriques. Bien, dans mes ouvrages que je recommande, tous mes livres, les films, etc., sont au profit de l'association, les stages également. Donc j'ai publié des livres de vulgarisation, j'ai publié 2 encyclopédies, une sur le paranormal et une sur l'au-delà. Alors on en parlera peut-être 2 mots. Pourquoi l'association du paranormal et de l'au-delà? Notre ami Girard, il s'égare un peu. Non, il ne s'égare pas du tout, parce que justement tout ça c'est lié, des problèmes de conscience. Pourquoi l'action de l'esprit sur la matière? Et je vais essayer de faire un exemple très court. Vous avez tous un téléviseur chez vous. Il n'y a pas l'antenne qui est branchée, je ne reçois rien du tout. Il y a des ondes hertziennes qui se baladent. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, et puis je branche l'antenne et j'allume mon téléviseur. Qu'est-ce qui se passe? Ces ondes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, vont se transformer dans le téléviseur en images et en sons. C'est pas merveilleux cela? Nous sommes... C'est des suggestions qui ont été faites déjà par Charon, le physicien, il y a quelques années aussi, et puis d'autres gens comme Eccles, prix Nobel de médecine et de physiologie. Nous aurions, ce n'est pas des ondes hertziennes, mais c'est des ondes dites d'information, des ondes de psychomatière. Et notre cerveau se comporte un peu comme un téléviseur. C'est-à-dire que ces ondes, au moment où je vous parle là, j'émets un son, 320 mètres secondes dans l'espace à 20 degrés. La belle affaire. Heureusement que ces sons ont une signification. C'est une information que reçoit votre cerveau. Et votre cerveau engrange cette information, la retient un peu ou prou, la comprend un peu ou prou, peu importe, mais c'est une information. Vous regardez le décor, vous me regardez, etc. C'est une information visuelle. Vous pensez que vous avez un rendez-vous après notre interview, etc. C'est une somme d'information. Dimanche, vous avez une invitation, etc. Bon, tout ça, c'est une somme d'informations. C'est ce qu'on appelle les ondes de psychomatière. Et ces ondes de psychomatière sont hébergées par votre cerveau, comme le téléviseur, ils sont hébergés. C'est-à-dire que votre cerveau ne crée pas la conscience. Il va engranger, il a un magnéto qui retient, vous enregistrez. Dans notre cerveau, nous avons l'hippocampe qui va enregistrer tout ce que vous avez perçu, même à votre insu. L'hippocampe, il reçoit tout. D'ailleurs, en sophrologie, des fois, on peut comme ça, ou en hypnose, révéler des souvenirs enfouis, par exemple. On n'arrive pas à restituer. Et vous avez cet hippocampe et le cingulum, qui est pour la mémoire à long terme. Donc vous avez tout, un peu comme un téléviseur. Donc là, la conscience, depuis la vie intra-utéro, par la musique qu'écoute la maman, par exemple, jusqu'à notre fin de vie, vous allez construire, agréger votre conscience, ce qu'on appelle les champs de cohérence quantique. Et cette matière n'est pas de même nature comme les ondes hertziennes du téléviseur, avec son alchimie électronique. Ces particules ne sont pas de même nature. Et lorsqu'on décède, c'est là où je viens à mes travaux sur l'au-delà, quand nous décédons, ces particules n'ont plus rien à faire dans l'enveloppe charnelle. C'est comme si vous cassez le téléviseur, l'émission en terre inconnue, par exemple, va continuer, si votre téléviseur est cassé pour des raisons diverses. Donc ça, déjà, on a une piste.
Déjà, la conscience, vous voyez déjà, hop, elle est ce qu'on appelle dans notre jargon en neurosciences, elle est non locale. Et tous les chercheurs en neurosciences modernes considèrent effectivement que la conscience est non locale. Ah, ça veut dire qu'elle se déplace. Oui, mais de là à faire bouger quelque chose. Ah, c'est là qu'on va trouver quelque chose d'intéressant comme piste. La conscience non locale, on le sait. Les gens qui font des NDE, des voyages aux portes de la mort, qui sont sous anesthésie, qui sont électroencéphalogramme plat, qui se déplacent dans la salle d'attente, et out-body experiment, c'est connu. C'est même démontré en labo, à Édimbourg notamment, à la Fondation Kessler. Eh bien, on va jouer sur ce qu'on appelle la théorie de l'information. C'était toute matière a une information. Et la psyché, à un moment donné, désirant déplacer un objet, etc., va cohérer, c'est du penser cohéré, pas comparé à un faisceau laser, mais à une notion d'information. On va être en feedback informationnel avec la matière. Vous lancez une idée dans l'univers, il ne faut pas la lancer en y croyant, il faut la lancer dans l'évidence. C'est là toute la différence. Et il faut aussi cette visualisation qui l'accompagne. Alors je vois des gens qui font des petits miracles, hein, notamment les enfants. Parce que des fois, avec leurs parents, il y a des jeunes qui viennent. Je me souviens de la petite Marie à Nantes, 10 ans. Elle courbait les barres comme, voilà, comme on respire, parce qu'ils ont moins d'a priori, moins de système de censure. Et elle faisait de la télépathie avant même qu'on cache l'objet pratiquement et qu'on lui présente. Elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est fabuleux. Alors pour moi, c'est parce que les jeunes voient des séries américaines, ou françaises, mais enfin il y en a peu, qui parlent aussi de psychokinèse, qui parlent de paranormal, donc il y a moins de censure.